On passe à la dernière communication. Donc les soins pour les cancéreux. Professeur Grinette, je vous passe la parole. Avant de débuter ce travail, je voudrais dire une chose, c'est que je remercie l'ensemble de mes équipes pour le fameux travail qu'ils font au niveau du département d'anesthésie-réanimation. À chaque fois, je les oblige à faire des travaux la veille pour le lendemain. Dans 1 heure, il faut que tu prépares ça. Occupe-toi de ce malade, je les envoie dans des services de réanimer des patients et je dois dire que vraiment j'ai des équipes extrêmement efficaces, extrêmement intelligentes et ça n'est que du bonheur pour nous en Algérie. Pourquoi? Parce que l'efficacité a été prouvée par leur travail et par la comparaison avec d'autres équipes à l'étranger. Et moi je dirais que simplement on a la chance d'avoir des médecins formés de haut niveau. Et c'est une grande chance pour nous. Voilà, donc je voudrais remercier toutes mes équipes au niveau du CHU Batna et au niveau des autres structures, puisque ces médecins sont maintenant répartis dans des EPH et des structures hospitalières, et tant mieux pour nous. Voilà, donc maintenant on va passer à quelque chose qui est qui est important aussi, qui est encore plus important, c'est de prendre en charge le malade grâce aux soins de support. Et on se pose la question, on se dit voilà, le malade il est cancéreux, et comme l'a dit Dr Micheli tout à l'heure, effectivement le diagnostic est souvent tardif, et on se pose la question et on se dit à quel moment on doit commencer ces soins de support. Est-ce qu'on attend que le malade évolue dans sa maladie pour les commencer? Est-ce qu'on les prend en charge tout de suite? Ou est-ce qu'on les prend en charge au début de la maladie? Et là est la question. Pourquoi? Parce que ces maladies graves sont en général des infections de longue durée, qui sont en règle générale en évolution lente, responsables de 63% de décès. Elles sont nombreuses, ces maladies-là. Nous les rencontrons souvent en réanimation. Il y a le cancer, effectivement, dont le sujet de notre travail, mais également les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux, les affections respiratoires chroniques, le diabète, les maladies chroniques, telles que la CEP, la sclérose en plaques, etc. Toutes ces maladies-là sont des maladies graves qu'on rencontre souvent et qui sont lentes dans leur évolution et qui entraînent le patient dans un état catastrophique. Première cause de mortalité dans le monde, sur les 36 millions de personnes décédées de maladies graves en 2008, 29% avaient moins de 60 ans et la moitié étaient des femmes. Alors là, ce sont les données épidémiologiques actuelles. Oui. Alors, nous, ce qu'on cherche surtout chez nos patients, c'est la qualité de vie pour ces malades cancéreux. Il faut améliorer leur qualité de vie. Ils ont cette maladie, ils sont traités, effectivement, mais la qualité de vie, comment vivent-ils leur vie? Comment est-elle? Améliorer la qualité de vie répond aux besoins des malades. Améliorer la qualité de vie des patients atteints d'un cancer et en fin de vie devient un besoin humanitaire urgent. On a créé toutes ces sociétés, la société de la douleur, la société d'anesthésie-réa, la société de pneumologie, la société, etc., toutes ces sociétés. Mais avons-nous créé la société de soins palliatifs et des soins de support? Sommes-nous intéressés à ces malades en fin de vie ou ces malades avec des maladies graves? Non, pas du tout, pas suffisamment en tout cas à mon avis. Les personnes chez qui on diagnostique un cancer aujourd'hui sont plus nombreuses. Elles ont besoin de soins adéquats. Un grand nombre de patients, surtout dans les pays moins développés, se présentent à un stade très avancé de la maladie. Dans ce cas, il convient de proposer des soins qui consistent en une aide somatique, psychosociale et spirituelle qui peut améliorer considérablement leur qualité de vie et la qualité de vie de leur famille en évitant des souffrances inutiles. Ce sont les soins de support. Qu'est-ce que les soins de support? Supportive care. Alors, en Amérique, on en parle beaucoup, dans les pays d'outre-mer également. Mais dans les pays du Maghreb, on est vraiment loin. Et il faudrait peut-être s'unir pour essayer de prendre en charge ce type de soins. Traduit
traduits de l'anglais sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie. The total medical nursing and psychological help which the patient need beside the specific treatments. Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer, éventuellement mis en place. Les voilà, elles intègrent autant de champs de la guérison avec éventuellement la prise en charge des séquelles en soins palliatifs dont la définition est précisée dans les suites. Il y a l'analgésie, la psycho-oncologie, la kiné, service social, la nutrition, les soins palliatifs. Ce sont les soins de support. Il faut que nous organisions notre prise en charge autour de ce cercle pour pouvoir améliorer la qualité de vie de nos patients. Les types de soins, prise en charge de la fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique, prise en charge des effets secondaires des traitements, comme les troubles digestifs et les problèmes de peau, l'aide à la reprise d'une activité physique adaptée pendant ou après la maladie, soutien psychologique. Certains malades peuvent ressentir le besoin tout au long de leur maladie, d'autres à des moments plus spécifiques. À l'annonce du diagnostic, vous vous souvenez certainement, tout le monde a eu un parent à qui on a fait ce diagnostic et c'est terrible. Rechute ou au contraire lorsque tout va mieux. Le soutien psychologique s'adresse aussi aux proches, pour lesquels la traversée de la maladie aux côtés de la personne malade peut engendrer un grand besoin d'accompagnement. L'aide à l'amélioration de l'image de soi lorsque le cancer modifie l'apparence, comme par exemple lorsque les cheveux tombent. Voilà. Les professionnels appelés socio-esthéticiennes peuvent accompagner et conseiller. Il faudrait créer ce genre de spécialité chez nous. Le suivi social. Les patients atteints de cancer peuvent avoir recours à une aide sociale adaptée, une assistante sociale. La prise en charge des problèmes diététiques liés à la maladie et au traitement. Les soins palliatifs font également partie des soins de support. Les objectifs de ces soins de support proposent donc une approche globale de la personne et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades. Ils prennent en compte la diversité des besoins des malades, ainsi que ceux de leur entourage, et ce, quel que soit leur lieu de soins. Ils font partie intégrante de votre prise en charge et ne sont ni secondaires, ni optionnels. La prise en charge du traitement de la douleur, conséquence des traitements ou de la maladie elle-même, tout au long de la maladie, elle peut apparaître également au début de la maladie. C'est une souffrance morale, psychologique, le déni, défaut d'acceptation de la maladie, refus des traitements et isolement. Vous voyez, ces patients-là souffrent énormément du début de la maladie jusqu'à la fin, lors de la guérison ou lors du décès. Alors, il est nécessaire de créer pour ça la consultation en douleur, les unités douleur, les centres antidouleurs, de créer la formation DIU douleur, le diplôme interuniversitaire, le comité de lutte contre la douleur dans les structures hospitalières pour se réunir en équipe multidisciplinaire et proposer des protocoles, les horaires de formation de graduation et de post-graduation et des diplômes d'études paramédicales douleur. Il faut institutionnaliser la prise en charge de la douleur. Les soins palliatifs ne sont pas seulement dispensés en fin de vie, mais ils s'inscrivent dans l'ensemble des soins offerts dès le diagnostic et pendant toute l'évolution de la maladie, parallèlement au traitement. Les soins palliatifs sont renforcés en fin de vie, lorsque les interventions thérapeutiques perdent de leur efficacité, se prolongent après le décès par la prise en charge des familles. Se développe notamment sur la base du double refus, de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie. L'émergence des soins palliatifs a été décrite par Hintenmeyer dans la revue internationale de soins palliatifs en 2010. Les soins palliatifs et les techniques qui y sont associées se sont d'abord développées en Angleterre, au niveau de l'hospice de Saint-Christopher. Elle a été créée en 1967 dans la banlieue de Londres par Cicely Saunders. Il fut le premier hôpital exclusivement voué aux soins palliatifs. Ce n'est qu'à cette époque qu'ont commencé la prise en charge des soins palliatifs. Il appréhendait la douleur comme un tout et se préoccupait de la soulager, à la fois dans ses dimensions physiques, psychiques et sociales. Aujourd'hui encore, l'Angleterre reste très en avance par rapport aux autres pays européens du point de vue des soins palliatifs et des moyens qui leur sont consacrés.
En 1987, s'est ouverte à Paris la première unité de soins palliatifs en Europe continentale, sous la direction du docteur Abiven. Ce médecin qui s'est assuré le concours d'une association de bénévoles estime qu'une discipline médicale à part entière vient d'apparaître. Il l'appelle les soins palliatifs terminaux. De nombreux auteurs, Philippe Colomba, Mario Di Palma, Ivan Krakowski, ont écrit sur ces soins palliatifs. Les soins palliatifs, dont la définition est la suivante, sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou en phase terminale. Ils peuvent être mis en place à différentes périodes de la maladie. Une hospitalisation en unité de soins palliatifs peut ainsi permettre de soulager temporairement le patient avant un retour dans une unité de soins traditionnelle. Les objectifs, hospitalisation en soins permet de traiter les conséquences physiques de la maladie, mais aussi de prendre en charge le désarroi psychologique, social ou spirituel provoqué par le cancer. Le personnel soignant et les bénévoles présents dans certaines structures de soins palliatifs accompagnent et soutiennent également les proches. Il est important de créer des unités de soins palliatifs, structures hospitalières, et de créer des réseaux de soins palliatifs et des services d'hospitalisation à domicile. L'organisation des soins palliatifs, elle peut faire de cette manière les unités de soins palliatifs qui sont situées dans les hôpitaux, les équipes mobiles de soins palliatifs qui se déplacent à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur, les lits identifiés en soins palliatifs, certains services peuvent créer des lits de soins palliatifs spécifiques, les réseaux de soins palliatifs qui coordonnent l'action des différents professionnels de la santé qui interviennent, les services d'hospitalisation à domicile qui coordonnent l'action des professionnels qui interviennent au domicile du patient. La coordination. Une telle coordination est justifiée par la pluridisciplinarité liée à l'hyperspécialisation et à l'hypertechnicité des professionnels, par une insuffisance de communication entre les équipes, par les difficultés administratives des équipes participant aux soins de support. La coordination, les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité. Ils proposent la création de fédérations, départements ou pôles de responsabilité de soins de support avec une coordination de base, impliquant les activités de prise en charge de la douleur chronique. Cette coordination peut s'étendre en fonction de l'histoire et des missions des établissements. Le service rendu par la mise en place d'un guichet unique. Alors vous avez vu ce patient cancéreux qui se bat avec sa maladie, mais également avec sa prise en charge. Donc ce n'est pas normal de voir un patient qui va vers la radio, vers la chimio, vers les bilans, Donc il serait important de créer un guichet unique où tous ces patients convergent vers ce guichet unique pour une prise en charge globale, au lieu de le voir être pris en charge de manière anarchique et de manière éparpillée, n'est-ce pas? Unique care unit, donc le guichet unique pour les malades et les équipes est un point important qu'il faut pouvoir mettre en place. Comme on a créé les comités de concertation, la prise en charge de le diagnostic, de pluridisciplinaire, les CRP. Eh bien, il faut créer également les guichets uniques, on peut le créer nous-mêmes, où on réunit tous ces patients pour une prise en charge globale à partir de cette unité. Alors, structure qui doit répondre à un cahier des charges. Consultation, unité ou centre de lutte contre la douleur chronique rebelle, structure de soins palliatifs, de psycho-oncologie, de nutrition, service de soins à domicile, d'accompagnement social, mise en commun d'un plateau technique, collaboration des professionnels libéraux, les réseaux, pour garantir la continuité des soins de support. Et cette unité doit répondre à un cahier de charges. Il faut que les professionnels, les soignants, se réunissent en comité multidisciplinaire pour organiser cette prise en charge de la meilleure manière que ce soit pour ces patients. En conclusion, améliorer les systèmes de santé dans le cadre d'une action concertée de lutte contre le cancer, contre les maladies chroniques telles que le cancer, il ne sera possible d'obtenir des résultats positifs que lorsque les patients, les familles, les sociétés, les équipes soignantes uniront leurs efforts et s'organiseront pour faire cause commune. Les systèmes de santé doivent être adaptés pour répondre aux besoins des malades et des bien portants par la mise au point de programmes globaux de lutte anticancéreuse
pour la prévention, les soins et la guérison. Et je vous remercie. Nous avons essayé d'être seuls et nous n'avons eu que des succès limités. Le moment est maintenant venu d'agir différemment, nous rassembler tous autour d'un but commun, mettre en place dans notre pays les points de support. Et moi je vous dirais, travaillons ensemble. Merci. Si vous avez des questions à poser à nos orateurs, on dispose de 10 minutes. Donc finalement, Dr Grainet, tout passe par le diagnostic précoce des cancers. Votre première publication ainsi que la deuxième s'intéresse surtout aux malades dont le diagnostic a été fait tardivement et qui nécessitent donc une assistance très longue et pénible. Si on fait un rappel sur les 2 dernières décennies, on voit qu'il y a eu des progrès très importants qui ont été faits aussi bien sur le plan matériel par la création d'unités anticancéreuses dans pas mal de myriades énormes. Et malgré ça, jusqu'à ce jour, malheureusement, le diagnostic est fait à un stade tardif, qui nécessite donc une prise en charge lourde. Je pense que la solution, ou une partie de la solution, passe par un diagnostic précoce des cancers, des différents cancers. Malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été accomplis dans le dépistage de certains cancers, on ne fait pas assez. Et la réponse, vous l'aurez si vous posez la question à la communauté hospitalière, à la famille de la santé. Combien de femmes de la santé se fait dépister des différents cancers? Et ceci est valable aussi bien chez le personnel paramédical que médical. On ne se fait pas dépister. Le cancer du col, on fait des frottis cervico-vaginaux dans pas mal de centres, mais ça reste insuffisant. Le cancer du sein, la règle c'était d'examiner les seins, quel que soit le motif de la consultation. Or, même le gynécologue aujourd'hui ne le fait pas de manière systématique. Nos femmes ne sont pas encore bien informées. La femme trouvera anormal qu'un gynécologue lui demande de se laisser faire examiner si elle vient consulter pour une infection génitale. Une femme qui va au gynécologue pour un problème de gynécologie, on ne peut pas examiner systématiquement ses seins, parce qu'elle trouvera anormal de consulter pour des pertes et qu'on lui demande l'examen de sa poitrine. Donc il y a beaucoup de choses à faire en matière d'information. Et en matière d'information, pas par uniquement les médecins, mais par les médias. Il faut que demain, la femme, en allant voir le médecin, c'est elle qui va réclamer l'examen de ses seins, quel que soit le motif de sa consultation. On est loin encore, on est loin. Donc le diagnostic précoce chez nous va demander encore beaucoup de temps. On a même des médecins qui sont informés ne se fassent pas dépister. On ne fait pas de dosage pour le cancer de la prostate. Et pourtant, on a dépassé la soixantaine. Ce sont des médecins. La femme ne fait pas de mammographie. Elle sait qu'elle a dépassé 50 ans, qu'elle est nulle-geste, qu'elle est nulle-geste. Donc, c'est une femme à risque. Elle ne fera pas. Elle ne fait pas de mammographie de dépistage. Donc, comment voulez-vous qu'on impose ça à la population générale? On ne peut pas le faire en tant que médecin seul. Il faut que les médias, il faut que l'information passe par les médias. Il faut que les femmes
se sentent, si vous voulez, responsables de leur corps et réclamer le dépistage de tous les organes à risque élevé de cancer. C'est à ce prix, madame, qu'on peut éventuellement arriver à proposer à nos chirurgiens du malade avec un stade précoce qui va permettre des chirurgies locales, non mutilantes, donc des traitements chirurgicaux locaux, non mutilants, des chimiothérapies légères, et éviter donc le recours à ce que vous venez de l'accompagnement des malades, le support, etc. Donc si on arrive à faire un diagnostic précoce, le malade est considéré comme guéri s'il bénéficie d'un traitement adéquat. Faut dire que c'est vrai, ces dernières années, on a beaucoup avancé, quand même par rapport à ce qu'on était. Il est certain que l'avancée est palpable. Non, on pourrait mieux faire. On pourrait mieux faire grâce au dépistage. Je pense qu'il faut faire ces campagnes de caravanes pour informer la population, vulgariser le diagnostic du cancer du sein, déjà, puisque c'est le plus fréquent chez la femme. Hein. Donc, les caravanes, les médias, etc., on devrait multiplier ce genre d'actions. Je vous donne un exemple d'action qui a été faite, qui était très bénéfique. C'était sur la prise en charge du diabétique. C'est quelque chose qui a vraiment été très efficace dans notre ville, hein, et même à l'échelle nationale. On devrait faire la même chose pour le cancer. Donc, des caravanes, multiplier les rencontres, etc. Faire par exemple au niveau des structures hospitalières, chaque mois, une journée porte ouverte pour la population, pour leur expliquer l'importance, faire débloquer de la personnel pour parler à la population, leur expliquer l'importance de ce dépistage pour sensibiliser les gens. Mais c'est un gros travail qui reste à faire. Quant à la douleur, je vous dirais une chose, c'est que c'est le premier symptôme des maladies. Dans toutes les maladies, ça a été la première cause de consultation, n'est-ce pas? Cette douleur, il faut que chacun de nous change sa façon de la voir. Il faut qu'on comprenne ses mécanismes et qu'on comprenne ses traitements pour bien la traiter et pour l'évaluer. Il ne faut pas se dire, voilà, le patient est au début de sa maladie, il n'a pas de douleur. Il faut l'évaluer, avoir une idée sur sa douleur dès le début de la maladie. Pour pouvoir, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la première douleur, elle fait le lit de douleur chronique. Dès qu'apparaît une douleur, elle fait le lit d'une douleur chronique. Alors cette douleur-là, qui va disparaître parce que le malade aura guéri, va rester sous forme de douleur chronique. Elle va être invalidante. Elle va l'empêcher de travailler, de s'occuper de sa famille, de s'occuper de son travail, etc. Donc il faut la traiter dès le début, même s'il s'agit d'un palier 1. Donc il faut la traiter. Pourquoi? Parce qu'elle fait le lit de douleur chronique. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. J'ai deux questions. Première question pour ceux qui étaient à la pause. Là, en cas de neutropénie sévère, comment vous faites l'hospitalisation? Deuxième question, quelle est la durée moyenne du retour à la normale ou bien du retour à une neutropénie acceptable, donc en cas de neutropénie sévère après traitement? La deuxième question, c'est professeur Grinat. Est-ce que vous proposez donc, la création d'un hôpital de soins de support, ou bien où est-ce qu'on fait ce soin de support-là dans nos services? Voilà. Troisièmement, c'est une petite remarque pour le dépistage. Le dépistage, il est remis en cause. Il va engager un coût. Maintenant, pour la formation de l'information pour les malades, oui. Donc on parle du cancer, par exemple, du sein, l'autopalpation. Donc la malade, elle peut faire son autopalpation. Et je pense qu'on m'a enseigné, quand j'étais externe, que cette autopalpation peut diminuer le cancer du sein de 10%. Fébrile lorsqu'elle est vraiment sévère, lorsqu'elle est elle s'associe avec des facteurs de risque de complications d'infection sévère, selon le score de masque, il devient inférieur à 21. Donc on doit hospitaliser le malade avec un isolement. Un isolement, ce n'est pas un isolement
C'est un isolement double, un isolement septique, puisque finalement le malade présente une infection, et un isolement protecteur, puisque finalement la fièvre n'est pas toujours infectieuse. Donc, le traitement anticancéreux, il peut causer une fièvre. Le cancer en lui-même, il peut causer une fièvre. Donc la neutropénie fébrile, certes, n'est pas toujours infectieuse, mais devant la gravité potentielle de l'infection sur les malades porteurs d'une infection maligne, ça rend donc le traitement antibiotique urgent. Donc l'hospitalisation s'impose pour avoir un isolement protecteur du malade, puisqu'il est neutropénique, c'est une neutropénie vraiment sévère qui nécessite un moyen de protection pour lutter contre le niveau de l'infection nosocomiale. Et l'hospitalisation avec un isolement septique, s'il s'agit vraiment d'une infection, soi-disant une infection sur un germe précis. Donc l'hospitalisation s'impose devant un score de masque inférieur à 21 pour double l'isolement. Une double raison. La première, c'est pour protéger le patient, et la deuxième pour soi-disant protéger l'environnement. Donc c'est un moyen de protection, et donc c'est un isolement septique et protecteur à la fois. Donc en ce qui concerne le moyen de traitement antibiotique, c'est en fonction de l'évolution, bien sûr. C'est en fonction de germes suspects. Bien sûr, n'importe quel germe peut être responsable d'une infection. S'il s'agit vraiment d'un germe virulent, s'il s'agit d'un malade qui présente plusieurs facteurs de risque, l'évolution, ce sera donc défavorable dans la majorité des cas. Et ça nécessite en général la réanimation médicale avec un support hémodynamique et un traitement antibiotique plus ou moins adapté en fonction des résultats pathologiques par la suite. Donc, sinon, on donne de facteurs de risque vraiment graves, on donne des germes vraiment virulents, donc le traitement, ça sera efficace au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, en général, l'hospitalisation, au bout d'une semaine, ça va rendre le malade apéritique avec la sortie de la plasie. Si le germe n'est pas vraiment virulent et il n'y a pas vraiment de facteurs de risque de complications infectieuses sévères. Voilà. Merci. En matière de soins palliatifs, moi je dirais une chose, c'est que déjà on les prend en charge en fait, dans les services multiples, réanimation, dans les centres anticancéreux, en neurologie certainement, en médecine interne, etc. C'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas se spécialiser dans la prise en charge. Il faudrait peut-être des équipes formées, plus spécialisées. Et c'est lourd quand même la prise en charge des soins palliatifs et de support. Ça demande des compétences multidisciplinaires d'abord, et puis aussi il faut se centrer sur le problème global de ces patients, et pas le problème du service. Alors moi je propose deux choses. Soit un service propose l'ouverture d'unités, c'est acceptable, unité de soins palliatifs en médecine interne, moi je trouve que c'est très bien, ou dans d'autres services, n'est-ce pas? Neurologie, la neurologie, c'est beaucoup plus lourd en cardio. Pourquoi? Parce que la cardio, elle a déjà l'unité de soins intensifs. L'unité de soins intensifs, c'est vraiment très lourd comme unité. Et l'unité de coronarographie, coronaroplastie, rythmologie, elle a déjà beaucoup d'unités. Mais la médecine interne, la neurologie, donc certains services comme ça. Pourquoi pas la pédiatrie? L'orthopédie, on a les sarcomes d'Ewing. Mais il faut absolument que dans les grands centres hospitaliers, il y ait au moins des unités de soins palliatifs. Je ne pense pas que dans les structures, les EPH, ça soit nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des unités éloignées? Ça, c'est des équipes mobiles qui sont reliées à ces structures hospitalières. Des unités mobiles qui se déplacent vers les domiciles pour aider les familles à prendre en charge les patients et mobiliser du matériel pour prendre en charge ces patients à domicile. Mais dans les structures hospitalières, les grands CHU, je pense que la moindre des choses, c'est d'ouvrir une unité de soins de support. Le plus les appeler les unités de soins palliatifs. Le palliatif, il fait partie des soins de support. Voilà. Donc, voilà. Mais l'hospitalisation à domicile a rendu beaucoup de services. Un grand service. Moi, je sais que parmi les malades, il y a le docteur Madoui qui n'est pas là, mais
il y a 3 000 ou 4 000 malades en externe qui sont pris en charge chaque année. C'est énorme, c'est énorme. Le déplacement de ces médecins vers... C'est vrai que la formation, elle laisse à désirer, moi je pense. La formation, il faut une formation beaucoup plus poussée. Beaucoup plus poussée, c'est-à-dire il faudrait créer des diplômes, c'est-à-dire des diplômes de reconnaissance dans la formation des soins palliatifs. D'abord pour encourager les gens qui travaillent dans ce domaine et pour spécialiser un peu les équipes qui forment dans. Alors on peut former tout le monde, des infirmiers, des kinés, des nutritionnistes, des médecins, enfin tout le monde peut faire partie de ces soins. D'ailleurs dans d'autres pays, on fait appel à des bénévoles, carrément. Des bénévoles qui veulent bien aider aux soins palliatifs, non pas les soins palliatifs on appelle ça, de soins proprement dit, mais hygiène. L'hygiène. On demande aux populations d'efforts dans le domaine de l'hygiène pour aider les familles à prendre en charge les patients à domicile dans le domaine de l'hygiène. Pourquoi les soins, c'est vrai que c'est cher, mais quand même le cancer du col, c'est pas cher, je pense. Le coût pour les cancers fréquents, le dépistage sera très inférieur. La prise en charge. C'est sûr, mais pour les cancers rares, je pense qu'il n'y a pas de dépistage. Donc je pense que, moi je pense que déjà l'examen clinique de toutes les femmes au-dessus de 50 ans s'impose. Je pense que tout médecin généraliste dans son cabinet, quand une femme vient par exemple pour n'importe quelle pathologie, doit examiner sa patiente et après l'orienter s'il trouve quelque chose de suspect, n'est-ce pas? Je vous ai donné un exemple, même le gynécologue ne le fait pas systématiquement. Si elle ne vient pas consulter pour un signe mammaire, elle sortira probablement sans examen mammaire. Le dépistage du cancer du sein. Et là, pour l'autopalpation, donc c'est, je dirais, c'est quelque chose de complémentaire. Parce que la mammographie, elle a fait ses preuves. Donc les nouveaux mammographes, ils sont très très performants. Ils sont donc capables de dépister des lésions de moins de 1 cm. Parce que si la femme arrive à palper donc une masse, donc on dit que cette masse a eu le temps de se multiplier, plutôt la cellule a l'occasion de se multiplier plus de 1 million de fois. Donc la mammographie elle a fait ses preuves, l'échographie mammaire également chez la femme avant la ménopause, parce que là en matière de sensibilité de diagnostic, donc l'échographie elle est plus performante chez la femme jeune, en l'occurrence la femme algérienne, parce que d'après les statistiques algériennes, la moyenne d'âge elle est de 47 ans. Donc le cancer du sein chez la femme nord-africaine et algérienne est un cancer qui n'est pas un cancer de la ménopause comme ailleurs en France et en Europe. Et là, donc, du moment qu'on n'a pas un dépistage systématique, qu'on n'a pas un programme proprement dit, donc je demanderai à tous les praticiens de proposer donc aux femmes de se faire examiner dans l'attente donc de concrétiser ce programme de dépistage. Merci. Hamida est une patiente qui a eu sa mère décédée d'un cancer et sa sœur et sa tante. Et elle avait peur d'attraper le cancer. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle faisait une mammo chaque année. L'année de la mort de sa mère, elle avait oublié de faire sa mammographie. Et elle s'est rappelée quelques mois après qu'elle devait faire une mammo parce qu'elle était déprimée à cause de la mort de sa mère. Elle était déprimée, elle est partie faire sa mammo. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors qu'elle avait palpé, qu'elle s'est fait examiner par des médecins, elle n'avait rien trouvé. Mais elle avait un pressentiment comme ça, je ne sais pas comment. Elle est partie faire sa mammo, mais tardivement. Et ils ont trouvé un cancer borderline. Borderline, sans masse, et quoi que ce soit, un aspect mammographique spécifique, et qui lui ont permis. Alors les médecins qui l'avaient traité lui ont dit voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous enlevez
une partie touchée, soit vous enlevez tout avec un curage ganglionnaire. Comme elle avait eu sa mère qui est décédée, sa tante et sa sœur, elle leur a dit enlevez-moi tout. Elle l'a enlevé et ils n'ont pas fait de chimiothérapie, ils lui ont donné un médicament par voie orale et actuellement elle est à 8 ans de... C'est pour vous dire que parfois il y a des cas qui vous reviennent à l'esprit quand vous avez parlé de ce... Si elle n'avait pas pensé à faire cette mammo qu'elle faisait chaque année, hein, et cette année-là, elle avait perdu quelques mois par rapport à la période habituelle. Et elle avait trouvé un cancer borderline. C'est pour ça que je vais parler de ce cas. Pour le dépistage du cancer du sein, il y a une stratégie. D'abord, classer la patiente. À risque, au risque, doit bénéficier d'un dépistage. Ça, c'est certain. Pour les femmes qui ne sont pas à risque, il n'y a pas lieu de faire des mammographies ni tous les ans, ni tous les 2 ans. Et on peut le faire éventuellement après 40 ans. Mais pour les femmes à haut risque, on commence le dépistage très précocement et plus fréquemment. Bon, pour tous les cancers d'ailleurs. En matière de cancer, il y a des exceptions, effectivement, le cas que vous venez de citer, mais il y a certains cas qui remettent carrément en cause la physiopathologie du cancer du corps, par exemple. J'ai une femme mariée depuis à peine 18 mois, qui n'habite pas la wilaya de Batna, qui consultait pour des métrorragies intermittentes. Lorsque je l'ai examiné, c'était un cancer du col qui a envahi le tiers supérieur du vagin. Alors que classiquement, c'est une maladie sexuelle. Enfin, on remet en cause une maladie sexuellement transmissible. Ça survient après 9 ans, ça passe du cancer in situ, l'invasif, il faut demander, il faut attendre au moins plusieurs années. Alors que c'est une femme mariée à peine après, depuis 18 mois. Elle avait 26 ans et c'était un cancer invasif. Elle est décédée peut-être 8 mois ou 10 mois après le diagnostic, après la chimiothérapie. Donc, en matière de cancer du cancer de manière générale, il n'y a pas de règle. Il faut essayer de, si vous voulez, de classer la population et de conseiller le dépistage au cas à risque. Pour le reste, ça sera des consultations, si vous voulez, périodiques, plus élargies, etc. Mais pour le cancer du sein et le cancer du corps, il faut veiller à ce que le dépistage se fasse très fréquent. J'ai eu une patiente qui consultait pour une stérilité. On n'a jamais pensé à examiner ses seins parce que elle est passée par plusieurs médecins. En matière de stérilité, on passe toujours de médecin en médecin dans l'espoir de faire une grossesse. Et c'est une femme qui consultait pour stérilité depuis des années. À la dernière minute, lors de l'exploration de sa stérilité, on découvre un cancer stade avancé. Elle est décédée peut-être une année après. Donc, je reviens au cancer du sein, c'est qu'on doit informer nos femmes qu'elles doivent se faire dépister. Cliniquement, la mammographie, les cytopompes, il y a une stratégie pour ça. Mais le dépistage est obligatoire et je suis persuadé que le coût du dépistage est inférieur à la prise en charge. En matière du col, il faut uniquement comparer une conisation et un Wartime, plus chimiothérapie, plus radiothérapie. Donc une intervention élargie avec toutes les complications suivies d'une chimio ou d'une radiothérapie. Et lorsqu'on fait un diagnostic précoce, il suffit de faire une simple conisation du corps pour garantir la guérison, pas la rémission, la guérison. C'est valable pour les cancers très fréquents. Et en gynéco, je parle du cancer du sein et du cancer du corps. Merci.